Sors de ma classe. La voix de l'instructeur de vol résonne dans le hangar alors qu'il arrache le manuel de formation des mains de Mackenzie Taylor. Du café éclabousse son chemisier blanc alors qu'il renverse délibérément sa tasse. Le F-47 Thunderbolt est l'avion de chasse le plus avancé de notre flotte. Ce n'est pas pour les guerriers de cuisine comme vous. Des rires éclatent chez les stagiaires masculins. Quelqu'un sort un téléphone enregistrant son humiliation. « Tu devrais peut-être t'en tenir à faire voler le mixeur de cuisine, chérie !» crie un autre stagiaire. L'instructeur jette sa candidature à la poubelle. Les femmes n'ont pas la conscience spatiale ni la force mentale nécessaire pour voler en combat. C'est de la science. Alors que la sécurité l'escorte dehors, les doigts de Mackenzie effleurent les ailes de pilote de chasse, usées, épinglées à l'intérieur de sa veste. L'héritage de son grand-père. Ses yeux, au lieu de se remplir de larmes, se rétrécissent avec une détermination froide. Elle ne dit pas un mot, mais son léger sourire déstabilise l'instructeur. Ils ont simplement humilié la mauvaise femme. Mackenzie M. Taylor n'a jamais été du genre à reculer devant un défi. À 32 ans, elle vivait dans un modeste appartement à San Diego, en Californie, avec vue sur les avions décollant de la base aéronavale voisine. Chaque matin, elle les regardait s'élever dans le ciel bleu clair tout en sirotant son café, s'imaginant derrière les commandes. Ancien ingénieur de l'armée de l'air et titulaire d'un diplôme d'ingénieur en mécanique du MIT, Mackenzie est issue d'une fière famille militaire s'étendant sur 4 générations. Son grand-père était un pilote décoré de l'armée de l'air qui effectuait des missions dangereuses au-dessus du territoire ennemi, tandis que son père avait servi comme pilote d'hélicoptère pendant la tempête du désert. Les deux hommes lui avaient inculqué un profond respect pour l'aviation et un désir ardent de suivre leurs traces. Après sa libération honorable de l'armée de l'air, Mackenzie a accepté un emploi civil chez North Star Aerospace, où elle concevait des systèmes de vol pour les avions de nouvelle génération. Le salaire était excellent. Ses collègues respectaient ses capacités techniques. Mais son rêve de faire voler les machines qu'elle avait contribué à créer restait inassouvi. Pendant 3 ans, elle a postulé à l'exclusive Peterson Advanced Flight Academy de San Diego, la seule installation civile autorisée à former des pilotes sur le F-47 Thunderbolt, le plus récent avion de chasse américain adapté à des applications commerciales spéciales. L'académie, dirigée par le colonel à la retraite de l'armée de l'air James Peterson, entretenait des liens étroits avec l'aviation militaire et commerciale. Leurs diplômés ont obtenu des postes de direction dans de grandes compagnies aériennes et des entreprises de défense, des postes que Mackenzie savait mériter autant que n'importe quel homme. Chaque lettre de refus était profondément blessante, mais Mackenzie ne l'a jamais montrée. Au lieu de cela, elle a économisé chaque centime de son travail d'ingénieur pour payer les frais de scolarité exorbitants de 85 000 $. Les week-ends n'étaient pas faits pour faire la fête ou sortir avec quelqu'un. Elle a passé ses heures sur de petits aérodromes en Californie, enregistrant plus de 500 heures de vol dans divers avions pour renforcer ses qualifications. Après avoir été rejetée à 2 reprises avec des candidatures affichant audacieusement son nom complet, elle a finalement obtenu un entretien en soumettant sa candidature avec seulement ses initiales, M. Taylor, permettant ainsi à ses qualifications exceptionnelles de parler d'elle-même. Ce que l'Académie ne savait pas, que personne, à part son ancien commandant, ne savait, que pendant son service dans l'armée de l'air, Mackenzie avait travaillé directement sur les systèmes de vol du F-47. Elle comprenait l'avion mieux que la plupart des instructeurs qui lui enseigneraient. Les ailes que son grand-père lui avait données sur son lit de mort, alors qu'il les pressait dans sa paume avec des doigts noueux, étaient accompagnées d'une promesse murmurée. «
Tu voleras plus haut que je ne l'ai jamais fait, Mac. » Ses ailes en métal terni n'étaient pas seulement un souvenir de famille. Elles constituaient son engagement à briser le plafond de verre qui avait limité les femmes dans l'aviation avant elle. Elle les gardait épinglées à l'intérieur de sa veste, près de son cœur, les touchant pour se donner de la force avant chaque défi. Ce matin-là, alors que Mackenzie était entrée avec assurance dans la Peterson Academy, elle avait cru que ses diplômes parleraient enfin d'eux-mêmes. Au lieu de cela, elle s'est retrouvée debout sur le parking, le café tachant son chemisier, les gardes de sécurité à ses côtés et le rire des hommes résonnant dans ses oreilles. Mais Mackenzie Taylor ne partait pas. Pas aujourd'hui. Jamais. Ryan Henderson, l'ancien collègue de Mackenzie dans l'armée de l'air, fit semblant de ne pas la reconnaître lorsqu'elle revint à l'académie le lendemain, document approprié en main, prouvant que son acceptation ne pouvait pas être légalement révoquée sur le champ. Mac. Oh, wow. Je croyais que tu postulais pour le poste d'assistante administrative, dit-il d'une voix forte lorsqu'elle entra dans la salle de briefing, provoquant les ricanements des autres instructeurs. Ryan avait lui-même échoué à l'école de pilotage des années auparavant, se contentant d'un poste d'instructeur au sol à l'académie. Son échec s'était apparemment transformé en amertume envers quiconque, selon lui, ne méritait pas d'accomplir ce qu'il ne pouvait pas, surtout une femme. Plus tard dans la semaine, à l'Afterburner, le bar du quartier où les pilotes se réunissaient pour échanger des anecdotes et tisser des liens, Ryan présenta Mackenzie à ses amis avec un sourire narquois. « Voici Mackenzie. Elle pense qu'elle va piloter le F-47. » Le groupe éclata de rire, la bière giclant sur les verres. « Chérie, la seule chose que tu prendras, c'est le retour en classe économique après ton échec, » dit un homme, sa veste de pilote ornée d'écussons que Mackenzie savait qu'il n'avait pas mérité. Elle sirota son eau en silence, mémorisant chaque visage. Un jour, ces mêmes hommes la regarderaient les dépasser, littéralement. Et au sens figuré, même dans sa résidence, elle était constamment plongée dans le doute. Son voisin, Bill Thornton, pilote de ligne chez United Airlines, minait constamment sa confiance dans l'ascenseur et près des boîtes aux lettres. « Tu sais que le simulateur coûte plus cher que ce que tu gagneras en 10 ans, n'est-ce pas? Ils ne te laisseront jamais y toucher, » dit-il en triant ses factures. L'Académie ne veut pas risquer d'endommager un équipement aussi coûteux. Lorsque Mackenzie évoqua son expérience antérieure dans la conception de systèmes similaires, Bill rétorqua avec un sourire condescendant « Concevoir des systèmes et les piloter sont des compétences complètement différentes. C'est pourquoi les hommes sont pilotes et les femmes hôtesses de l'air. C'est une question de capacité naturelle. » Sans vouloir offenser personne, bien sûr, ses paroles étaient toujours enveloppées d'une fine couche de bienveillance, comme s'il lui rendait service en gérant ses attentes. Les préjugés dépassaient le cercle de l'aviation. Au supermarché du coin, Mackenzie portait fièrement sa veste de l'Académie Peterson. Elle avait coûté une petite fortune et représentait sa place difficile dans le programme. Une jeune fille, âgée de 7 ou 8 ans, pointa du doigt avec enthousiasme. « Regarde, maman, c'est une pilote. » La mère prit la main de sa fille et l'entraîna avec un regard désapprobateur vers Mackenzie. « Ce n'est pas pour les filles comme nous, ma puce. Trouvons quelque chose de plus approprié auquel aspirer. » Les mots la blessaient plus que les moqueries de ses collègues masculins. C'est ainsi que le cycle se perpétuait. Les rêves s'effondraient avant même de prendre racine. La première semaine de cours au sol donna le ton de ce que Mackenzie allait endurer. Arrivée tôt le lundi, elle trouva son bureau attitré, vandalisé, couvert de traces de rouge à lèvres et d'ustensiles de cuisine. Un fouet, une cuillère en bois et un sablier rangés soigneusement là où auraient dû se trouver ses manuels. Alors que d'autres stagiaires recevaient des trousses complètes de matériel, celle de Mackenzie contenait des manuels obsolètes,
dont des pages essentielles manquaient. Lorsqu'elle signala la situation au bureau administratif, la secrétaire lui lança un regard compatissant mais impuissant. « Vérifiez peut-être les toilettes des femmes. J'ai entendu dire que certains hommes trouvaient amusant de les cacher là. » Brad Wilson, un ancien pilote de la Navy, avec la moitié des heures de vol de Mackenzie et aucune de ses compétences en ingénierie, fut immédiatement nommé chef d'équipe pour leur groupe d'études de 5 personnes, tandis que Mackenzie était relégué à la prise de notes pendant les exercices de groupe. « Rien de personnel, Taylor, » dit l'instructeur Scott Daniels avec un léger sourire. « Wilson a le don naturel, les qualités de leadership que ce programme exige. » Le leadership de Brad consistait principalement à parler à Mackenzie chaque fois qu'elle offrait des informations techniques et à lui confier les tâches administratives dont personne d'autre ne voulait. Lorsque la formation sur simulateur commença au cours de la 2e semaine, la disparité est devenue encore plus apparente. L'instructeur Daniels a délibérément réglé le simulateur de Mackenzie au niveau de difficulté le plus élevé, avec des conditions météorologiques difficiles, des dysfonctionnements du système et un trafic aérien imprévisible, tout en donnant aux hommes des paramètres standards. Les autres stagiaires regardaient, s'attendant à ce qu'elle échoue de manière spectaculaire. Au lieu de cela, l'expérience d'ingénierie de Mackenzie lui a permis de diagnostiquer chaque défaillance du système et de relever les défis avec une précision méthodique. Lorsqu'elle a terminé l'exercice avec un score plus élevé que la plupart de ses homologues masculins, malgré les difficultés supplémentaires, Daniels l'a annoncé à la classe. « Taylor a eu de la chance. L'ordinateur a dû avoir un problème. Nous referons son évaluation demain. » Lors de la formation aux procédures d'urgence, alors que les stagiaires étaient censés se mettre en binôme pour pratiquer les protocoles de crise dans le cockpit, leurs collègues masculins se sont physiquement éloignés de Mackenzie. « Si je m'évanouissais en cas d'urgence, je préférerais avoir un accident plutôt qu'une femme essaye de me sauver », a plaisanté Travis Baker, un ancien pilote militaire costaud du Texas. Ses mains sont probablement trop petites pour atteindre les commandes de secours de toute façon. L'instructeur, le capitaine Reed, a simplement haussé les épaules lorsque Mackenzie a souligné qu'elle ne pouvait pas terminer les exercices en binôme seule. Formez des pairs comme vous le souhaitez. Ce n'est pas la maternelle, je n'assigne pas de copains. Elle a fini par s'entraîner avec un mannequin d'entretien. Les autres stagiaires l'appellent son petit ami parfait, silencieux et immobile. Au cours de la 3e semaine, l'hostilité est passée de simple farce juvénile à un véritable sabotage. Le colonel Peterson lui-même a appelé Mackenzie dans son bureau lambrissé surplombant l'aérodrome. Derrière lui, des photographies encadrées le montraient debout aux côtés de chefs militaires et de pionniers de l'aviation, tous des hommes. « Tu perturbes la cohésion de la classe » dit-il froidement, sans lui offrir de siège tandis qu'il restait debout derrière son imposant bureau. « Votre présence distrait mes meilleurs élèves. Peut-être devriez-vous envisager de passer à notre programme d'avion de passagers. C'est moins exigeant, plus adapté à quelqu'un avec votre... » Il marqua une pause, les yeux parcourant dédaigneusement sa constitution. Lorsque Mackenzie a obtenu la note la plus élevée à l'examen d'aérodynamique, un 100 parfait alors que la moyenne de la classe était de 76, l'instructeur capitaine Reed l'a accusé de tricherie devant toute la classe. Personne n'obtient un score aussi élevé dès son premier essai. Surtout pas, s'arrêta-t-il, mais sa signification était claire. Sans preuve ni enquête, sa note parfaite a été réduite à 75. Lorsqu'elle a protesté, citant des questions spécifiques et ses réponses détaillées, Reed l'a interrompue. « Considère-toi chanceuse de ne pas être expulsée, Taylor. Prends la note de passage et passe à autre chose. » Lors de l'évaluation de mi-été, où la stagiaire a fait face à un panel d'instructeurs évaluant ses progrès,
Mackenzie a été la seule à être interrogée sur sa forme physique et psychologique. Le F-47 atteint des forces que le corps féminin n'a pas été conçu pour supporter, a déclaré le Dr Winters, médecin consultant de l'Académie, qui n'avait pas pris la peine d'examiner son dossier médical impeccable. Êtes-vous prête à faire face aux conséquences physiques que cela aura sur votre système reproducteur? De nombreuses femmes constatent que les forces G provoquent des menstruations irrégulières et des problèmes potentiels de fertilité. Aucun stagiaire masculin n'a été confronté à des questions similaires sur ses fonctions corporelles ou ses projets familiaux futurs. Mackenzie a gardé son sang-froid, répondant à chaque question inappropriée avec une précision clinique, refusant de leur donner la réaction émotionnelle qu'elle semblait provoquer. Le harcèlement s'est étendu au-delà des murs de l'Académie et dans la sphère publique. Aviation Insider, un blog populaire parmi les professionnels de l'industrie, a publié un article intitulé « L'action positive abaisse les normes du cockpit à l'Elite Flight Academy ». Bien que ne la nommant pas directement, l'article présentait une image floue de Mackenzie en arrière-plan et citait des sources anonymes affirmant que les normes traditionnelles étaient sacrifiées sur l'autel de la politique de genre. La section des commentaires s'est remplie de vitriol, de nombreux commentateurs appelant à un retour à l'époque où les hommes étaient pilotes et les femmes servaient les boissons. Pire encore, la vidéo a commencé à circuler sur les réseaux sociaux lors d'une séance de simulation particulièrement difficile où les instructeurs avaient programmé plusieurs pannes catastrophiques simultanément. Mackenzie a lutté un moment avant de reprendre le contrôle de l'avion virtuel. Quelqu'un avait enregistré uniquement ces moments difficiles, supprimant sa guérison réussie et les luttes identiques des stagiaires masculins confrontés au même scénario. La vidéo virale intitulée « Voici pourquoi les femmes ne devraient pas prendre l'avion » a accumulé des milliers de commentaires, la plupart faisant écho à ce sentiment. Vous sentiriez-vous en sécurité si elle pilotait votre avion? La mère de Mackenzie a appelé en larmes après l'avoir vue, lui demandant si elle ne devrait pas envisager un autre cheminement de carrière. « Je déteste te voir souffrir, ma chérie, » dit-elle, exprimant le doute que Mackenzie refusait d'admettre en elle-même. L'Association des anciens élèves de la Peterson Academy, un puissant réseau de leaders de l'industrie aéronautique, a publié une déclaration exprimant ses inquiétudes quant au maintien des normes rigoureuses qui ont fait de notre programme le meilleur du pays. Plusieurs diplômés de renom, aujourd'hui cadres de grandes compagnies aériennes et d'entreprises de défense, ont menacé de retirer leur soutien financier si les politiques d'admission politiquement correctes continuaient de saper l'héritage d'excellence de l'Académie. Sans viser explicitement Mackenzie, tout le monde savait qu'elle était la seule étudiante non traditionnelle du programme. Le message était clair. Sa présence compromettait la réputation et l'avenir financier de l'Académie. Dès la 8e semaine du programme de 12 semaines, les obstacles institutionnels sont devenus encore plus flagrants. La Federal Aviation Administration a envoyé un évaluateur spécial pour observer les progrès de Mackenzie après avoir reçu une plainte anonyme concernant des problèmes de sécurité. Aucun autre stagiaire n'a fait l'objet d'un examen aussi minutieux. L'évaluateur, un ancien pilote militaire d'une 60aine d'années, prenait des notes excessives chaque fois que Mackenzie commettait la moindre erreur, son stylo grattant bruyamment contre son presse-papier, comme s'il enregistrait des preuves pour une enquête ultérieure. Le service financier de l'Académie a soudainement découvert un problème avec le paiement des frais de scolarité de Mackenzie, affirmant qu'une erreur de traitement avait laissé un déficit de 5 000 $ sur son compte, une somme importante qu'elle ne pouvait pas facilement produire. Ils ont menacé de suspendre sa formation si elle ne transférait pas les fonds supplémentaires dans les 48 heures
un problème jamais rencontré par d'autres stagiaires et opportunément programmé juste avant les évaluations cruciales de la phase 2. Mackenzie a été contrainte de contracter un prêt d'urgence à taux d'intérêt élevé, ajoutant un stress financier au fardeau psychologique qu'elle portait déjà. Plus grave encore, le conseil d'administration de l'Académie a voté la mise en place de nouvelles normes d'aptitude physique à mi-parcours du programme. Des normes ciblant spécifiquement les différences physiques entre les hommes et les femmes. Les nouvelles exigences comprenaient des mesures minimales de taille et d'allongement que de nombreuses femmes, dont Mackenzie, atteignaient à peine. Des tests de force du haut du corps ont été ajoutés, sans rapport avec les compétences réelles de vol. La sécurité est notre principale préoccupation, a annoncé le colonel Peterson lors de la mise en œuvre des changements. Ces normes garantissent que tous nos diplômés supportaient les exigences physiques du programme. Avion de pointe. Le fait que Mackenzie ait déjà démontré sa capacité à gérer ces exigences dans le simulateur fut commodément ignoré. Malgré tout, Mackenzie persévéra. Elle étudia plus longtemps, s'entraîna plus intensément et conserva un comportement professionnel qui ne laissa aucune chance à ses bourreaux. Tard le soir, seul dans son appartement, il lui arrivait de toucher les ailes de son grand-père et de murmurer « Je ne les laisserai pas gagner », pas après être arrivé jusqu'ici. La médaille était lisse, fruit de décennies de manipulation, d'abord par son grand-père au combat, puis par son père, et maintenant par ses doigts, en quête de lien avec l'héritage de courage de sa famille. Certains matins, épuisée par ses études jusqu'à l'aube, elle se demandait si ce combat permanent en valait la peine. Ces jours-là, elle s'obligeait à regarder les avions décoller de la base aéronavale, leurs réacteurs s'allumant, une promesse de liberté qui revigorait sa détermination. L'examen final approchait. Un test en vol réel à bord du F-47 Thunderbolt. Seuls les 3 meilleurs stagiaires auraient cette opportunité, le meilleur obtenant un poste prestigieux chez l'avionneur. Malgré ses excellents résultats du scolaire, après l'abandon à contre-cœur de l'accusation de tricherie, Mackenzie était classée 4e, manquant de peu la limite. Brad Wilson, Travis Baker et le protégé de Ryan, Michael Connors, seraient les seuls à toucher les commandes de l'avion de pointe qu'ils avaient étudié pendant 3 mois. Le rêve de Mackenzie semblait s'envoler malgré ses meilleurs résultats à chaque évaluation écrite et défi sur simulateur. La veille des vols d'essai, Mackenzie travaillait tard dans la salle de simulation, essayant de comprendre ce qu'elle aurait pu faire différemment. L'académie était presque vide, la plupart des étudiants et du personnel étant rentrés chez eux ou partis fêter la fin du programme. Par la porte entr'ouverte de la salle de briefing adjacente, elle entendit le colonel Peterson et le capitaine Reed discuter intensément du défaut critique du stabilisateur du F-47, le problème précis qu'elle avait identifié et contribué à résoudre pendant ses années d'ingénieur dans l'armée de l'air. Le constructeur affirme que les paramètres sont acceptables, mais je n'en suis pas convaincu, dit Peterson d'une voix inhabituellement inquiète. S'il pousse la poussée vectorielle au-dessus de 32 000 pieds tout en exécutant des manœuvres à angle élevé, le câble de vol pourrait se déstabiliser. Devons-nous annuler les vols ? Demanda Reed. Non, non. Le parcours d'essai n'exige pas ces conditions spécifiques, répondit Peterson. Tant qu'il respecte le plan de vol, il n'y a aucun risque. Personne n'est au courant, sauf nous et les ingénieurs. Les pilotes d'essai devront simplement éviter la poussée vectorielle au-dessus de 32 000 pieds. Mackenzie se figea, se souvenant de la vantardise de Brad Wilson plus tôt dans la journée. « Demain, je vais montrer à tout le monde de quoi cet oiseau est vraiment capable. J'ai prévu quelques surprises qui feront passer les pilotes d'essai du constructeur pour des élèves pilotes.
Il avait spécifiquement mentionné les manœuvres vectorielles à haute altitude dans le cadre de sa démonstration. Brad s'avançait vers le danger, ignorant le défaut potentiellement fatal de l'avion. Elle poussa la porte, surprenant les deux hommes. « On ne peut pas les envoyer en l'air sans les avertir du problème d'intégration du stabilisateur, » dit-elle fermement. Le visage de Peterson s'assombrit. « Tu écoutais aux portes, Taylor. C'est un motif de renvoi immédiat. » « Je n'écoutais pas aux portes. J'étais dans la salle de simulation et tu parlais haut et fort d'un problème de sécurité qui pourrait tuer l'un de tes élèves. » Mackenzie resta ferme. « J'ai participé à la conception des systèmes de commande de vol du F-47 lorsque j'étais dans l'armée de l'air. Le stabilisateur n'est pas le problème principal, c'est l'intégration avec le système fly-by-wire. J'ai développé une solution il y a 3 ans, mais elle a été abandonnée car elle provenait d'un ingénieur junior. » Elle marqua une pause, croisant le regard de Peterson. Un regard féminin. L'expression du colonel Peterson passa de la colère à la confusion. « Vous êtes bien cette Madame Taylor, l'ingénieur qui a proposé l'algorithme du stabilisateur adaptatif. Le même ? » « Oui, » confirma Mackenzie en sortant ses anciennes attestations de l'armée de l'air et ses informations d'habilitation de sécurité complètes. « Vos 3 meilleurs stagiaires voleront demain sans cette solution. Brad Wilson a du mal avec les manœuvres à haute altitude dans le simulateur et il prévoit de tenter exactement le type de poussée vectorielle qui pourrait déclencher le défaut. Allez-vous risquer sa vie pour protéger votre fierté ? » Peterson et Reed échangèrent des regards alarmés. Brad Wilson était le fils d'un sénateur qui siégeait à la Commission des crédits militaires, un lien que l'Académie avait soigneusement cultivé. S'il lui arrivait quelque chose, ne laissez pas vos pilotes d'essai mourir demain si vous ne me laissez pas voler, déclara fermement Mackenzie. Je connais les systèmes du F-47 mieux que quiconque ici. Je peux démontrer le problème et la solution de manière contrôlée, ou vous pouvez espérer que Brad ne se montre pas ambitieux et ne tente pas de se mettre en avant devant les dirigeants qui regarderont. Après un débat intense à huis clos, Peterson a accepté à contre-cœur de laisser Mackenzie voler, non pas comme stagiaire, mais comme consultante technique en sécurité. « Tu monteras en dernier après que les autres auront terminé leur vol, » a-t-il dit à contre-cœur, « mais tu ne participeras pas à la compétition. Il s'agit d'une mesure purement de sécurité. » Mackenzie savait que c'était sa seule chance et elle accepta ces conditions sans discuter. Cette nuit-là, elle ne dormit pas. Au lieu de cela, elle examina tous les documents techniques sur le F-47 auxquels elle pouvait accéder, rafraîchissant sa mémoire sur les conditions précises qui avaient déclenché le problème du stabilisateur et les entrées de contrôle exactes nécessaires pour le contrer. À l'aube, elle était épuisée mais préparée à la fois à sa fuite et à la possibilité de devoir sauver l'un de ses bourreaux du désastre. La journée d'essai se leva claire et parfaite pour voler avec une visibilité illimitée et des vents calmes. Les dirigeants du constructeur arrivèrent dans des jets d'affaires élégants, accompagnés de plusieurs observateurs militaires et de la presse aéronautique. L'énergie était électrique lorsque le brillant F-47 Thunderbolt fut déployé sur le tarmac. Son design avant-gardiste suscita des murmures d'appréciation de la part de la foule. Mackenzie se tenait à l'écart, ignorée par ses camarades de classe qui félicitaient les 3 pilotes sélectionnés. Travis Baker partit en premier, réalisant un vol solide mais conservateur qui démontra des capacités de maniement de base sans repousser aucune limite. Il atterrit sous des applaudissements polis, après avoir terminé le parcours d'essai désigné sans incident. Michael Connors suivit avec une performance légèrement plus aventureuse, tentant une manœuvre avancée qu'il exécuta de manière adéquate, sinon élégante. Lorsque le tour de Brad arriva, son arrogance était évidente dès le moment où il monta dans le cockpit avec un salut théâtral à la foule. Il commença par des survols à basse altitude
non autorisé au-dessus de l'aérodrome, provoquant les halètements des spectateurs et les regards renfrognés des pilotes d'essai du constructeur qui reconnaissait le risque inutile. À mesure que sa confiance grandissait, il fit part par radio de son intention de démontrer toutes les capacités de combat du F-47 en s'écartant du plan de vol approuvé pour monter rapidement vers l'altitude où le défaut du stabilisateur deviendrait mortel. Mackenzie observait la télémétrie sur les moniteurs de contrôle au sol, son estomac se serrant alors que Brad approchait de 30 000 pieds. « Il va tenter une poussée vectorielle haute de la cheville », prévint-elle Peterson qui semblait maintenant clairement mal à l'aise. À 32 500 pieds, exactement comme elle l'avait prédit, Brad initia la manœuvre qui allait déclencher le défaut. Sur la vidéo en direct de l'avion de poursuite, tout le monde pouvait voir le moment où le F-47 commença à vaciller de manière anormale. Sa ligne normalement lisse fut soudainement secouée alors que le système fly-by-wire et les stabilisateurs se battaient l'un contre l'autre. L'avion commença à tourner de manière incontrôlable. La voix paniquée de Brad crépitait à la radio. « Contrôle, j'ai perdu, panne du système, aide !» Sans attendre l'autorisation, Mackenzie s'empara de la radio. « Brad, voici Mackenzie Taylor. Passez en mode manuel et réduisez la poussée à 40%. Effectuez une rotation inverse avec le gouvernail gauche, pas droit. L'ordinateur vous donne la mauvaise correction. » Il y eut un moment de silence terrible, puis la voix tendue de Brad. « Commande manuelle engagée, poussée à 40, gouvernail gauche appliqué. » Progressivement, douloureusement, le F-47 se stabilisa, même s'il était encore loin des paramètres de vol normaux. Suivant les instructions calmes et précises de Mackenzie, Brad réussit à reprendre suffisamment de contrôle pour tenter un atterrissage. Son approche fut erratique, mais il atterrit en toute sécurité. Les systèmes de l'avion furent endommagés, mais son pilote est indemne. Alors que les véhicules d'urgence encerclaient l'avion, la foule se tenait dans un silence stupéfait, la catastrophe imminente s'étant déroulée sous leurs yeux. Le colonel Peterson se tourna vers Mackenzie, le visage blême. « Montez dans l'avion de secours. Montre-nous ce qui aurait dû se passer là-haut. » Alors que Mackenzie montait dans le cockpit du deuxième F-47, un calme étrange s'installa en elle. C'était là qu'elle appartenait. « Je ne me bats pas pour être acceptée, mais je vole. » Le tableau de bord compliqué qui intimidait la plupart des pilotes lui semblait familier. Chaque interrupteur et écran représentait un ami familier de ses jours d'ingénieur. Elle a parcouru la liste de contrôles préalables à la flotte avec une efficacité éprouvée, puis a demandé par radio l'autorisation de décoller. « Thunderbolt 2, vous êtes autorisé à décoller », dit la voix du contrôleur. « Parcours d'essai standard uniquement, Taylor. Aucune déviation. »« Compris, contrôle », répondit Mackenzie, sachant qu'elle ferait bien plus que la route standard. Alors que les puissants moteurs rugissaient, elle sentit les ailes de son grand-père se presser contre sa poitrine à travers sa combinaison de vol, un talisman de son passé et de son avenir. Contrairement à ses homologues masculins, Mackenzie fit d'abord passer le FF-47 par ses étapes de base, démontrant un contrôle et une maniabilité parfaits à basse altitude. Elle voulait que tous ceux qui la regardaient voient sa maîtrise des fondamentaux avant de tenter quelque chose de plus ambitieux. L'avion répondait à son contact comme un partenaire de danse, chaque mouvement étant précisément calibré. La radio resta silencieuse tandis que les observateurs au sol regardaient son exécution sans faille. Puis, montant régulièrement, Mackenzie annonça « Contrôle, je vais démontrer le problème d'intégration du stabilisateur et sa correction. » Avant que Peterson ne puisse protester, elle avait déjà dépassé 32 000 pieds, entrant dans la zone dangereuse où Brad avait perdu le contrôle. « Taylor, retourne immédiatement à la base. » La voix de Peterson crépitait d'alarme. « Monsieur, avec tout le respect que je vous dois,
Les dirigeants et les ingénieurs doivent voir cela. Je peux le gérer. Sans attendre de réponse, Mackenzie déclencha délibérément les conditions exactes qui exposeraient la faille. Le F-47 commença à montrer la même instabilité que Brad avait connue. Mais au lieu de paniquer, Mackenzie exécuta la séquence précise de correction qu'elle avait développée il y a des années en tant qu'ingénieure. Les mouvements erratiques du jet s'atténuèrent presque immédiatement. Au lieu de combattre les systèmes de l'avion, Mackenzie travailla avec eux, démontrant simultanément le défaut et sa solution. Elle soumit le F-47 à des manœuvres que personne n'avait tentées avec cet avion, prouvant non seulement que le défaut pouvait être géré, mais que sa correction permettait à l'avion de fonctionner au-delà de ses spécifications actuelles. Pendant 15 minutes à couper le souffle, Mackenzie Taylor écrivit un nouveau chapitre de l'histoire de l'aviation. La foule en contrebas l'observait avec admiration alors qu'elle démontrait sa maîtrise d'un avion qui avait presque tué son pilote précédent. Lorsqu'elle amena finalement le F-47 pour atterrir, son atterrissage se déroula en douceur, à tel point que les observateurs jurèrent plus tard que l'avion semblait planer avant d'embrasser doucement la piste. Elle descendit du cockpit dans un silence complet, puis l'ingénieur en chef du constructeur s'avança, son visage affichant un mélange d'étonnement et de respect professionnel. C'était le maniement le plus impressionnant du FF-47 que j'ai jamais vu, dit-il assez fort pour que tout le monde l'entende. Comment avez-vous su pour le problème d'intégration du stabilisateur? Nos meilleurs éléments travaillent au-dessus depuis des années. Avant que Mackenzie ne puisse répondre, s'approcha un autre cadre, le directeur du développement produit de l'entreprise. Plus important encore, comment avez-vous résolu le problème en plein vol? Nos pilotes d'essai se débattent avec ce problème précis depuis des mois. Mackenzie se redressa, la voix claire et assurée. Je suis le même monsieur Taylor qui a proposé l'algorithme du stabilisateur adaptatif il y a 3 ans, alors qu'il travaillait comme ingénieur de l'armée de l'air sur le projet F-47. La solution était dans vos dossiers depuis le début, prenant apparemment la poussière à cause du nom de la personne qui y figurait. La révélation de la formation d'ingénieur de Mackenzie lors de son vol parfait provoqua immédiatement une onde de choc dans la communauté aéronautique. Les dirigeants du constructeur se rassemblèrent, chuchotant à voix basse et la regardant de temps en temps. Pendant ce temps, Brad Wilson était examiné par les médecins, le visage pâle et son arrogance habituelle remplacée par l'expression humble d'un homme qui avait entrevu sa propre mortalité. Le colonel Peterson fut acculé par des journalistes témoins de l'incident. Suant, sous la pression des multiples microphones braqués sur lui, il fut contraint de faire une déclaration publique reconnaissant la discrimination dont Mackenzie avait été victime. Les événements d'aujourd'hui ont révélé d'importantes lacunes dans notre système d'évaluation, admit-il avec raideur. Paua, la performance de Mademoiselle Taylor aujourd'hui n'était pas seulement la meilleure de sa classe, c'était la meilleure de l'histoire de l'Académie. Nous allons procéder à une révision approfondie de nos critères d'admission et d'évaluation à l'avenir. L'équipe de relations publiques du constructeur s'est empressée de contrôler le récit, mais l'histoire se répandait déjà sur les réseaux sociaux. Les forums d'aviation regorgeaient de discussions techniques sur les techniques de pilotage innovantes de Mackenzie. Alors que des pilotes professionnels demandaient des vidéos pour étudier ces méthodes, des jeunes femmes de tout le pays ont partagé des extraits de son vol avec des hashtags tels que « Les ailes n'ont pas de genre et volent comme une fille », faisant de Mackenzie un symbole du jour au lendemain de la persévérance contre le sexisme institutionnel. Le capitaine Reed, qui avait été son critique le plus virulent tout au long du programme, s'est approché d'elle alors que la foule commençait à se disperser. Son assurance habituelle avait disparu, remplacée par un malaise gênant.
J'avais tort à ton sujet, Taylor, a-t-il dit en évitant tout contact visuel direct. Mais, plus important encore, j'avais tort à propos des femmes pilotes en général. Ma fille veut voler et je l'en décourage. Je ne referai plus cette erreur. Mackenzie hocha la tête, acceptant ses excuses sans lui offrir une absolution facile. Il ne s'agit pas seulement d'avoir eu tort, capitaine. Il s'agit des dégâts causés en cours de route. Combien de femmes avez-vous refusé dans cette académie alors qu'elles auraient pu être d'excellentes pilotes? Combien de rêves ont été anéantis avant de pouvoir prendre leur envol? Reed n'avait pas de réponse, mais son expression trahie suggérait que ses paroles avaient porté leur fruit. Brad Wilson, libéré par les médecins en parfaite santé malgré son épreuve, s'approcha de Mackenzie avec une humilité inattendue. Son arrogance habituelle avait disparu, remplacée par une gratitude sincère qui surprit tous ceux qui le connaissaient. « Vous m'avez sauvé la vie là-haut, » dit-il simplement. « Je serais mort si vous ne m'aviez pas accompagné tout au long de cette convalescence. Je ne sais pas comment vous remercier correctement. Vous pourrez me remercier en vous souvenant de ce moment la prochaine fois que vous serez tenté de juger quelqu'un sur son sexe plutôt que sur ses capacités, » répondit Mackenzie, et en volant avec plus de respect pour l'avion. « Ce ne sont pas des jouets à montrer, ce sont des machines complexes qui méritent toute votre attention et votre respect. » Plus tard, lors de la cérémonie de remise des diplômes réorganisée à la hâte, Brad a remercié publiquement Mackenzie devant ses camarades étudiants, ses instructeurs et les représentants de l'industrie. « Je ne serais pas ici aujourd'hui sans Mackenzie Taylor, » a-t-il admis, la voix légèrement brisée. « Elle m'a sauvé la vie malgré tout ce que j'ai dit et fait. C'est le genre de pilote, le genre de personne que j'aspire à être. » L'Association des anciens élèves de la Peterson Academy, sentant le vent tourner, a rapidement annoncé une nouvelle bourse pour les femmes aviatrices, la nommant en l'honneur du grand-père de Mackenzie, la bourse commémorative William Taylor pour l'excellence en aviation. L'évaluateur de la Federal Aviation Administration, qui l'avait examiné si attentivement pendant sa formation, s'est approché avec sa carte, la recommandant pour un poste de conseillère spéciale sur les normes de sécurité des vols. « Nous avons besoin de votre point de vue sur le cadre réglementaire, » a-t-il déclaré. « Votre expérience pourrait nous aider à éviter que d'autres ne soient confrontés aux mêmes obstacles. » Plus important encore, les dirigeants du constructeur ont offert à Mackenzie non seulement le poste promis qui aurait dû être attribué au vainqueur du concours, mais aussi un double rôle de pilote d'essai et d'ingénieur en chef pour la prochaine génération du programme F-47, avec un salaire 2 fois supérieur à celui qu'ils avaient offert aux vainqueurs du concours. Vos connaissances techniques combinées à vos compétences de vol vous confèrent une qualification unique, a expliqué le directeur de l'exploitation. Franchement, nous serions fous de ne pas vous embaucher après ce que nous avons vu aujourd'hui. Lors de la cérémonie officielle de remise des diplômes de l'Académie la semaine suivante, le colonel Peterson s'est approché de Mackenzie avec les ailes de pilote de son grand-père, qui avait été confisquées lorsqu'elle avait été escortée ce premier jour. « Ces objets vous appartiennent, » dit-il, son attitude militaire adoucie par un véritable respect. « Vous les avez mérités 2 fois, en tant qu'ingénieur et en tant que pilote. » Alors qu'il les épinglait à son uniforme, des applaudissements éclatèrent spontanément parmi les diplômés et les invités rassemblés, un son qui aurait été inimaginable quelques jours plus tôt. Plutôt que de simplement accepter sa victoire, Mackenzie utilisa sa nouvelle plateforme pour plaider en faveur de changements systémiques dans la formation aéronautique. Elle travailla avec l'Académie pour réviser ses critères d'admission, en se concentrant sur les compétences mesurables plutôt que sur les antécédents traditionnels. Elle insista pour que l'instructeur qui avait enregistré son humiliation le premier jour soit démis de ses fonctions d'enseignant
arguant que quiconque humilierait délibérément un élève n'avait pas sa place dans l'éducation. Cependant, lorsqu'on lui proposa d'expulser les étudiants qui l'avaient harcelé le plus sévèrement, Mackenzie refusa. Ils doivent tirer les leçons de cette expérience et non pas se protéger de ses conséquences, expliqua-t-elle à un colonel Peterson surpris, qu'ils obtiennent leur diplôme en sachant qu'ils avaient tort et qu'ils appliquent dans ces connaissances à leur carrière. Cela fera d'eux de meilleurs pilotes et de meilleures personnes que si vous les excluiez simplement du programme. L'histoire de Mackenzie Taylor et de son vol en F-47 s'est répandue dans toute l'industrie aéronautique, dépassant largement les frontières de San Diego. Les journaux titraient « Une pilote-ingénieure sauve des vies, expose un défaut de vol et brise le plafond de verre à l'Elite Flight Academy ». Les journaux télévisés diffusaient des interviews de Mackenzie où elle parlait non pas de vengeance ou de justification, mais de la nécessité de la méritocratie dans l'aviation. « Le ciel ne fait pas de discrimination », déclara-t-elle à un journaliste depuis son nouveau bureau surplombant le centre d'essai du constructeur en Arizona. Nous non plus. L'impact de sa prise de position se fit sentir dans toute l'industrie. D'autres pilotes revoyèrent leur politique d'admission, découvrant des préjugés similaires, incontestés depuis des décennies. Les grandes compagnies aériennes commencèrent à recruter activement des femmes pilotes, réalisant qu'elles avaient négligé un important vivier de talents. Le sénateur Wilson, le père de Brad, invita même Mackenzie à témoigner devant une commission du Congrès sur la discrimination sexuelle dans les domaines techniques. Son histoire illustrait parfaitement le problème et sa solution. 6 mois plus tard, Mackenzie dirigea le premier vol d'essai entièrement féminin du F-47 amélioré, intégrant désormais son stabilisateur de série sur tous les modèles. 4 jets vrombissaient au-dessus de leur tête en formation parfaite, chacun piloté par une femme à qui on avait auparavant dit qu'elle n'avait pas sa place dans un cockpit. Tandis qu'elles effectuaient un survol de précision, un groupe de jeunes filles les observait depuis la plateforme d'observation de la Peterson Academy, où Mackenzie dispensait désormais un stage de week-end aux aspirantes pilotes. Leurs visages étaient levés vers le ciel, leurs yeux scrutant l'avion, leurs rêves naissant derrière leurs expressions déterminées. Dans la salle de contrôle, le colonel Peterson observait avec un respect nouveau la voix calme de Mackenzie à la radio, guidant son équipe dans des manœuvres complexes autrefois considérées comme physiquement impossibles pour les femmes pilotes. Les mêmes dirigeants qui avaient rejeté son algorithme des années plus tôt citaient désormais ses documents techniques dans leurs présentations et annonçaient fièrement son implication dans leur support marketing. Plus tard, dans l'après-midi, Mackenzie arborait des ailes de pilote honoraire à une adolescente du programme jeunesse de l'Académie, et elle se surprit à réfléchir au parcours qui l'avait menée jusqu'ici. « Le ciel se fiche de ton sexe », dit-elle à la jeune pilote en herbe, dont le regard exprimait la même détermination que Mackenzie avait portée dans ses jours les plus sombres. Il ne respecte que les compétences, les connaissances et le courage d'affronter ses peurs, y compris celles de ceux qui disent que tu n'as pas ta place. Elle caressa du doigt les ailes de son grand-père, désormais fixées de façon permanente à sa combinaison de vol, aux côtés de ses ailes officielles chez Cygnia. Toutes deux représentaient des obstacles surmontés, bien que de manière très différente. La vraie force ne se révèle pas en poussant les autres vers le bas pour s'élever soi-même, poursuivit-elle, s'adressant désormais à toutes les jeunes femmes rassemblées autour d'elle. Elle se révèle lorsque l'on s'élève au-dessus des obstacles que les autres dressent sur son chemin, puis que l'on tend la main pour aider la personne suivante à les franchir. Alors que le soleil se couchait derrière l'aérodrome, baignant l'académie d'une lumière dorée, Mackenzie regarda l'horizon où de nouveaux défis et de nouvelles opportunités l'attendaient. Le chemin qu'elle avait tracé allait faciliter le parcours de ceux qui la suivraient, comme son grand-père et son père
l'avaient fait à leur manière. Certaines batailles ne se gagnent pas par la force ou la fureur, dit-elle doucement, mais par une excellence indéniable. À sa place, auriez-vous été aussi indulgent? Ou auriez-vous veillé à ce que ceux qui ont tenté de vous couper les ailes ne reprennent jamais leur envol? Cependant, Mackenzie refusa de répondre aux élèves qui l'avaient le plus harcelé. Ils doivent tirer les leçons de cette expérience et non être protégés de ses conséquences, expliqua-t-elle au colonel Peterson, surpris. Laissez-les obtenir leur diplôme en sachant qu'ils avaient tort et qu'ils appliquent en ce savoir dans leur carrière. Cela fera d'elles de meilleurs pilotes et de meilleures personnes que si vous les retiriez simplement du programme. 6 mois plus tard, Mackenzie dirigeait le premier vol d'essai entièrement féminin du F-47 amélioré, intégrant désormais son stabilisateur fixe de série sur tous les modèles. 4 jets vrombissaient au-dessus de leur tête en formation parfaite, chacun piloté par une femme à qui on avait auparavant dit qu'elle n'avait pas sa place dans un cockpit. Alors qu'elles effectuaient un survol de précision, un groupe de jeunes filles les observait depuis la terrasse d'observation de la Peterson Academy, où Mackenzie dispensait désormais un cours de week-end aux aspirantes pilotes. Leurs visages étaient levés vers le ciel, leurs yeux suivant les avions, tandis que des rêves prenaient forme derrière leurs expressions déterminées. Dans la salle de contrôle, le colonel Peterson observait avec un respect nouveau la voix calme de Mackenzie par radio, guidant son équipe à travers des manœuvres complexes autrefois considérées comme physiquement impossibles pour les femmes pilotes. Les mêmes dirigeants qui avaient rejeté son algorithme des années plus tôt citaient désormais ses documents techniques dans leurs présentations et annonçaient fièrement son implication dans leur support marketing. Plus tard dans l'après-midi, alors que Mackenzie arborait des ailes de pilote honoraire lors d'un événement du programme jeunesse de l'Académie, elle se surprit à réfléchir au parcours qui l'avait menée jusqu'ici. « Le ciel se fiche de ton sexe », dit-elle à la jeune pilote en herbe, dont les yeux brillaient de la même détermination que Mackenzie avait portée dans ses jours les plus sombres. Il ne respecte que les compétences, le savoir et le courage d'affronter ses peurs, y compris celles de ceux qui disent que tu n'as pas ta place. Elle caressa du doigt les ailes de son grand-père, désormais fixées de façon permanente à sa combinaison de vol, aux côtés de son insigne officiel de pilote. Tous deux symbolisaient des obstacles surmontés, bien que de manière très différente. La vraie force ne se révèle pas en rabaissant les autres pour s'élever soi-même, poursuivit-elle, s'adressant désormais à toutes les jeunes femmes rassemblées autour d'elle. Elle se révèle lorsque l'on s'élève au-dessus des obstacles que les autres dressent sur son chemin, puis que l'on tend la main pour aider la personne suivante à gravir les échelons. Alors que le soleil se couchait derrière l'aérodrome, baignant l'académie d'une lumière dorée, Mackenzie regarda l'horizon où de nouveaux défis et de nouvelles opportunités l'attendaient. Le chemin qu'elle avait tracé faciliterait le voyage de celle qui suivrait. Tout comme son grand-père et son père l'avaient fait pour elle, chacun à sa manière. Certaines batailles ne se gagnent pas par la force ou la fureur, dit-elle doucement, mais par une excellence indéniable. À sa place, auriez-vous été aussi indulgent?